Bien écoutez, au nom des Cités d'Or, je suis très heureux de vous accueillir ce soir à la MJC de la Duchère. Nous commençons avec quelques minutes de retard, et c'est tant mieux, ça préserve l'identité profonde des Cités d'Or. Si nous avions commencé à l'heure qu'aurait-on dit. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que depuis bientôt 15 ans, les Cités d'Or ont l'ambition de cheminer avec des personnes jeunes, comme celle-ci, ou moins jeunes, vers davantage d'autonomie et vers davantage de citoyenneté. Alors ça, évidemment, c'est d'abord une question éthique de rapport à soi, de rapport au monde, d'envie de contribuer à faire de sa vie une œuvre et de contribuer à l'aventure collective. Mais c'est aussi une question technique. Une question qui engage la maîtrise de certains savoirs, de certains savoir-faire et de certains savoir-être dont nous avons tous besoin pour être justement pleinement acteurs de nos vies et pleinement acteurs de la société. Nous avons choisi aux Cités d'Or de nous appuyer, ou en tout cas d'explorer 5 piliers fondamentaux. D'abord, la capacité à convaincre sans manipuler. Ensuite, la capacité à s'informer à travers des sources fiables et pertinentes par rapport à ses besoins. Trouver l'info, échapper à l'intox. Le troisième pilier, c'est la capacité à toujours mieux se connaître et toujours mieux s'accepter, parce que c'est le préalable à toute entreprise de transformation. Le quatrième pilier, c'est la capacité à entretenir et enrichir son environnement humain, tisser du lien humain, cultiver ce lien humain au service de projets qu'on porte ou de projets qui sont portés par d'autres. Et enfin, le dernier pilier, c'est la capacité à comprendre le fonctionnement de son environnement, de façon évidemment en tant que citoyen, trouver les obstacles à contourner et trouver les leviers à activer pour cheminer vers la société que nous appelons de nos voeux. Vous me direz, vaste programme. Heureusement, nous avons la chance, pour tenter de mettre en œuvre ce programme, de nous appuyer les uns sur les autres. De nous appuyer les uns sur les autres dans nos différences générationnelles, puisque ces jeunes gens dont vous allez découvrir dans quelques instants tout le talent sont de jeunes adultes qui ont entre 16 et 25 ans et qui sont sous statut de service civique aux Cités d'Or. On a la chance évidemment de s'appuyer sur le talent d'une équipe de professionnels qui sont investis corps et âme pour un projet. Et croyez-moi, ça ne court pas les rues. Merci donc à Laurence Platier, qui est la coordinatrice pédagogique et opérationnelle de l'école buissonnière de la Duchère, pour le travail merveilleux qu'elle a conduit et qu'elle va évidemment poursuivre ces prochains temps. Tout cela est également possible grâce à la confiance de personnes comme Daniel Mérian, qui nous font le plaisir et l'honneur de venir partager avec nous, à hauteur d'hommes et de femmes, quelques préoccupations qui sont éminemment universelles, mais qui partent d'une situation éminemment singulière. Parce que nous croyons aux Cités d'Or, justement, qu'il n'y a pas d'accès direct à l'universel, si ce n'est à travers les singularités que nous portons les uns et les autres. Daniel Mérian donc nous fait la confiance de venir partager avec nous quelques-uns des éléments qui lui ont permis de devenir plus pleinement actrice de sa vie et de devenir plus pleinement actrice de la société. Et c'est bien l'enjeu des auditions publiques telles que nous espérons les mener. Avant que l'on ne m'accuse, que certaines mauvaises langues ne m'accusent de trop parler, je vais rendre le micro à Laurence, et je ne peux, à ce stade, que vous souhaiter une très belle soirée. Merci à vous. C'est bon, oui. Bonsoir à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir, le public, et nous sommes très honorés d'accueillir Madame Mérian ce soir. C'est vraiment un grand hommage de vous avoir ici avec nous pour cet échange singulier. Daniel Mérian, nous vous avons découvert
par l'intermédiaire de Tania de Montaigne, qui s'est prêtée au jeu de l'audition publique il y a quelques mois, qui nous a offert un très très beau moment de partage, avec laquelle vous avez réalisé un travail autobiographique qui s'appelle, un livre qui s'intitule « Nous n'avons pas fini de nous aimer ». Le titre était déjà une très belle promesse. Quand on a parcouru votre chemin de vie et découvert tous vos engagements, il nous a semblé que c'était particulièrement inspirant et nous vous avons donc convié pour partager également ce moment avec vous. Nous vous avions entendu, comme beaucoup d'autres, au travers d'une interview au lendemain des attentats du Bataclan, 27 secondes qui ont fait le tour du monde, 27 secondes de paroles fortes et apaisées, dans un moment particulièrement chaotique et perturbant. Nous sommes vraiment très heureux de vous accueillir pour cette audition publique, qui est donc le premier projet réalisé par les jeunes en service civique que vous allez rencontrer ce soir. Alors, quelques mots sur votre parcours. Je vais faire bref, parce qu'on va vous laisser beaucoup la parole. Vous naissez à l'aube de la Seconde Guerre mondiale et déjà, dès le plus jeune âge, vous avez un regard d'enfant auquel n'échappent pas les réalités de cette Seconde Guerre, avec la présence des soldats allemands et l'impact qu'elle peut avoir sur votre vie, et puis la découverte de photos des camps de concentration qui vont profondément vous marquer, je crois. Vous allez faire des études de droit, jusqu'à la licence dans un premier temps, période pendant laquelle vous serez enceinte et vous aurez malheureusement à vivre le départ de votre mari vers l'Algérie, qui, contraint et forcé, se dirige vers ce pays. Vous poursuivez vos études d'avocate pour arriver jusqu'au barreau de Paris, tout d'abord en droit pénal, puis essentiellement en droit de la famille. Plus tard, c'est la guerre du Vietnam qui ravive la nécessité de lutter contre les formes de torture, et vous prenez un engagement très fort auprès de la CAT. En découvrant votre parcours, on s'aperçoit finalement que toute votre vie est jalonnée d'engagement, toujours sur le registre des droits humains fondamentaux. Et nous avons même la surprise de découvrir que dans votre 75e année, vous découvrez un nouveau territoire de combat avec l'excision des femmes et la nécessité de s'engager pour enrayer ce phénomène. Vous devenez présidente d'une association africaine, vous nous en parlerez tout à l'heure. Vous êtes inspirée par un propos que nous avons relevé, « L'homme est ce qu'il fait ». C'est un propos qui nous a touchés et nous avons hâte de vous entendre ce soir. Alors la rencontre va s'organiser en 3 parties. Donc nous avons 3 grandes thématiques d'échange. Donc vous allez rencontrer des garçons et des filles qui ont entre 16 et 26 ans, qui sont donc dans un processus de service civique et d'engagement avec nous. Ils ont travaillé sur leur propre histoire, beaucoup étudié votre parcours et par un effet miroir, effet de résonance, vont vous questionner à partir de ce qu'ils ressentent, de ce qu'ils éprouvent et des questions qu'ils se posent pour construire cet avenir qui s'invite. Les 3 thématiques sont d'abord autour de la construction de soi. Comment se construire à partir de son héritage, de ses racines, de ses valeurs. La deuxième partie s'oriente plutôt vers le fait de cheminer, de faire son chemin, de se tracer une voie. Et puis, en dernier lieu, faire face. Comment surmonter les obstacles, les embuscades qui se trouvent sur le parcours et avec lesquelles on doit avancer. Voilà, je crois que j'ai fait la présentation d'introduction. Je vais maintenant... Donc ce soir, là, on accueille Simon, Malo, Pauline et Pauline. Nous allons tout d'abord entendre Simon avec une première question.
Alors, bonsoir Madame Mérian. Je m'appelle Bonsoir. Simon, j'ai 22 ans. Je suis le cadet d'une fratrie de 3 et je viens d'une famille où il est assez normal d'avoir un niveau d'études et d'investissement professionnel assez important. Mes 2 parents étant médecins et mon plus grand frère ayant lui aussi fait de longues études pour devenir avocat. Donc moi personnellement, c'est pas la trajectoire que j'ai prise et j'ai jamais eu comme aspiration de, de faire de grandes études, et ça mes parents ils l'ont accepté. Mais en fait, au fil du temps, ça a commencé à devenir un peu pesant pour moi, et j'ai commencé à mettre une certaine pression vis-à-vis de cela. Et en fait, cette pression, au fil du temps, c'est devenu un frein qui m'empêche du coup aujourd'hui de tracer un peu un avenir. D'ailleurs, les études que j'ai réalisées jusqu'à maintenant ne m'ont pas vraiment inspiré. Du coup, j'ai cette impression de me trouver dans une impasse. Mais en retraçant votre parcours, je me suis aperçu que vous, à l'inverse, vous vous êtes affranchi de cette pression familiale pour avancer et trouver votre propre voie. Donc ma question, c'est la suivante. Comment se libérer d'un héritage culturel, avancer, faire des choix et les assumer? Alors, j'ai eu beaucoup plus de chance que vous parce que c'était très facile pour moi de me libérer d'un héritage culturel, compte tenu que, né en 1938 dans une famille normale à l'époque, c'était une famille qui mettait les garçons au pinacle et qui tenait les filles pour rien. Donc, pour moi, ça a été immédiatement, je suis dans un monde de fous, faudra changer tout ça, faudra créer une école des parents. Donc ça a été très facile pour moi d'être la femme révoltée que je suis depuis que je suis haute comme ça, dans une société qui ne me convenait pas du tout. Alors que pour vous, c'est très différent. Vous êtes dans une famille de médecins, vous avez un frère qui est avocat. Et vous ne vous sentez pas, vous ne vous sentez pas bien dans votre famille, si j'ose dire, parce que vous n'avez pas les mêmes goûts. Vous avez donc cherché autre chose et vous n'avez pas aimé non plus les études dans lesquelles vous vous êtes lancé. Donc vous êtes à un moment charnière de votre vie où vous vous sentez mal. Mais on rebondit toujours. Je vous promets que vous allez rebondir. C'est sûr. Merci. Pauline, avec la prochaine question. Donc, rebonsoir, Madame Mérian, comme on s'est rencontrés tout à l'heure. Donc moi, je m'appelle Pauline, j'ai 26 ans. Et depuis mon enfance, j'ai toujours fait très attention à l'image que je renvoyais aux autres. C'est quelque chose qui était très important pour moi. J'essaie toujours d'aider les autres et pour moi, aider les autres, c'est renvoyer une image de force. Pendant toute ma vie, autant dans mes expériences personnelles, associatives que professionnelles, j'ai pris le temps d'écouter les autres et j'ai vraiment l'impression de renvoyer l'image d'une personne qui n'a pas forcément besoin de soutien ou d'aide. Donc j'ai un petit peu de mal par incidence à demander ça auprès de mes proches. Pour préparer cette audition publique, on s'est intéressé à votre parcours de vie, comme l'a dit Laurence tout à l'heure. Et on a pu voir que vous communiquez dans les médias, on a aussi pu voir que vous arrivez à affirmer vos opinions, vous vous êtes investi dans des causes pour la défense des faibles et des opprimés. Et dans ce qu'on en a vu, moi j'ai réellement l'impression que vous dégagez l'image d'une femme forte. Et d'où ma question, est-ce qu'il vous arrive d'avoir des difficultés à demander de l'aide à vos proches ou aux gens qui vous entourent? Et comment est-ce que vous arrivez à faire la démarche d'aller vers eux pour demander des conseils ou par exemple de l'aide? Alors Pauline, j'ai la chance de ne pas avoir de difficultés, heureusement pour moi, à aller vers les autres.
Je dois dire que, d'abord, j'ai eu la chance d'être élevé par un père qui avait une certaine aura, et donc, par osmose, j'ai eu cette facilité aussi. Mais je dois dire que je dois tout à une grand-mère protestante qui a créé la CAT. La CAT, c'est l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture. Et cette dame, elle ignorait tout de la torture, quand elle est allée écouter un pasteur italien qui s'appelait Tullio Vinai et qui donc faisait toute une tournée en Europe pour dénoncer la torture à la prison de Pulo Condor, construite par les Français en Indochine, où on a torturé, les Français ont torturé, les Vietnamiens ont torturé, les Américains ont torturé. À l'époque, c'était les Américains qui torturaient. Et elle est tombée dans la torture, cette femme. Et comme elle était chrétienne, elle est rentrée chez elle en pensant on ne peut pas se taire. Elle a téléphoné à une de ses amies qui était comme elle, une vieille dame protestante, veuve, des femmes qui n'avaient jamais travaillé puisqu'elles avaient subi le code Napoléon, à savoir l'incapacité juridique de la femme mariée. Donc c'était, vous voyez, bon. Et ben, son amie ne lui a pas dit « Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse devant ce fléau que tu es en train de me décrire ?» Elle lui a dit « Tu as raison, il faut qu'on se bouge. » Et ainsi, de fil en aiguille, elles ont téléphoné à des amis et elles ont créé cette association œcuménique. Et quand je dis que je lui dois tout, c'est parce que je pense que j'avais peut-être déjà du culot, grâce à mon père qui en avait beaucoup, mais elle m'a vraiment donné du culot. C'est-à-dire que sa philosophie à elle, c'était « c'est impossible, alors on va le faire ». Et je dois dire que je suis particulièrement épatée par ces deux femmes qui ont pris leur bâton de pèlerin et qui sont allées toutes les deux frapper aux portes de tous les curés, tous les pasteurs, tous les popes pour dire « Coucou, c'est nous, la torture ça existe, on est chrétien, on ne peut pas se taire ». Et donc, s'il y a quelqu'un qui m'a inspiré dans ma vie, c'est vraiment Hélène Angèle. Hein, parce qu'il fallait le faire. Hein. Donc, moi, ça m'aide beaucoup. Ça m'aide énormément à me lancer dans des opérations difficiles, pour ne pas dire impossibles, mais en me disant ce qu'Hélène Angèle a fait, ben moi, je le ferai dans d'autres domaines. Voyez ? Donc, je suis très optimiste dans un monde très difficile. Merci beaucoup pour votre réponse. Bonsoir. Du coup, je m'appelle Pauline, j'ai 22 ans. Et ouais, toutes les deux. Et du coup, ma question, elle a un petit peu un rapport avec la question précédente. Moi, je suis une personne qui a beaucoup de mal à se dévoiler, qui a beaucoup de mal à parler de ses sentiments. Et que ce soit ma famille, à mes amis les plus proches, j'ai pas cette confiance de me dévoiler, et pourtant j'ai quand même une assez bonne confiance en moi. Et du coup, je comprends pas vraiment pourquoi j'agis comme ça. Et je me rends compte qu'au final, ça m'affecte, et ça affecte aussi mes relations. À 2 reprises, j'ai quand même réussi à trouver des personnes avec qui j'arrivais à me dévoiler, avec qui je me sentais bien. Sauf que du coup, je mettais trop de pression sur ces relations et j'arrivais pas à trouver un équilibre, ce qui les a ruinées par la suite. Et du coup, vous, comme l'a dit Pauline, on s'est rendu compte que vous donnez vraiment l'impression d'une femme forte. Et aussi, dans vos interviews, vous dévoilez très peu vos émotions, vos sentiments. Il n'y a pas du tout cette dimension-là. Et du coup, je me demandais, est-ce que vous arrivez quand même à vous dévoiler, à laisser tomber le paraître, et comment vous y arrivez ? J'ai l'impression que mes 2 Paulines, elles sont timides. Et je vais peut-être vous étonner, mais je suis extrêmement timide. Je suis timide dans ma vie privée et je ne suis absolument pas timide dans ma vie publique. C'est comme ça. Je ne sais pas comment vous répondre, Pauline. Redites-moi votre question. Juste la question, du coup, c'est est-ce que vous arrivez à partager ce que vous ressentez, tout ça, et laisser tomber le paraître, et comment vous y arrivez si c'est le cas ?
Bon, je pense pas que je sois trop dans le paraître. J'enquiquine tous mes amis, ma famille. J'ai une petite fille qui dit on aime bien aller dîner chez Mamini. Mes petits-enfants m'appellent Mamini. Bon, enfin, ce qui est embêtant, c'est qu'il y a toujours une carte à signer pour telle ou telle œuvre, pour tel ou tel combat. Bon, vous voyez, je les enquiquine. Et j'avais raconté ça à un groupe, j'ai beaucoup de groupes de réflexion, notamment un groupe de femmes à qui je disais, voilà, ma petite fille, elle rouspète, et je vais peut-être arrêter de leur demander continuellement de signer les appels urgents de la CAT. Et mes amis m'ont dit, mais pas du tout, tu vas pas arrêter, tu vas continuer d'être ce que tu es, tu vas continuer de les enquiquiner, c'est vrai. Et donc c'est vrai que dans mes dîners en ville, si j'ose dire, j'embête les gens. Je leur parle de l'actualité, des combats que je trouve qu'on devrait mener tous ensemble. Enfin, j'ai l'impression que je ne suis pas trop dans le paraître. Mais du coup, c'est plus un point de vue émotionnel. Je ne sais pas si vous voyez ça. Pas forcément dans les combats, dans ce que je vis, mais plus au niveau des émotions. Partager quand ça ne va pas ou des moments comme ça. Alors, il y a toujours des moments où ça ne va pas. Je pense qu'on a tous été extrêmement frappés par tous les inconvénients que nous a collés le virus, les enfermements que nous avons subis. Nous avons forcément tout le temps des moments des moments de découragement. Mais moi, il y a quelque chose qui m'a toujours beaucoup aidé dans ma vie. C'est si je suis découragée, je prends un livre de poèmes. La poésie m'a rendu d'immenses services. Le génie des autres, ça aide beaucoup à rester debout. Merci. Je me permets. Des inspirations d'auteurs en particulier, vous pouvez nous en... Ah ben oui, dire quelques j'ai mots. un dieu en poésie, c'est Baudelaire. J'ai beaucoup de dieux, hein. Enfin, lui, depuis l'enfance, c'est vrai. Oui. Victor Hugo, qui a toujours été un dieu dans ma famille, bien sûr, qui est un géant. Mais j'ai sur ma table de nuit, j'ai un gros livre de la poésie française. Hein. Donc, c'est souvent que je l'ouvre. Hein. Parce que quand je lis Le Monde le soir, je ne dirais pas pour m'endormir, je lis Le Monde le soir parce que je n'ai pas eu le temps dans la journée. Mais c'est complètement déprimant. 40 pages d'horreur, sur tous les pays du monde. Il n'y a jamais rien de sympa. Ce n'est pas un journal qui va raconter ce qui se fait de beau. Donc, quand c'est trop abominable, je suis très contente de sortir la poésie française. Voilà. Et vous savez, j'ai eu Stéphane Hessel comme ami, et ce qui avait de formidable avec Stéphane Hessel, c'est que toute réunion se terminait... il nous disait en français, en anglais, en allemand des poèmes. Il avait une mémoire phénoménale et il adorait la poésie. Et donc, c'était quand même très intéressant, après avoir parlé de torture, d'entendre des grands poètes. Ça aide. Merci. Malo ? Alors, bonsoir. Du coup, je m'appelle Malo et je vais avoir 21 ans dans une semaine. Et... je me pose pas mal de questions en tant que femme sur l'avenir sur mon avenir et sur mon orientation, parce que aujourd'hui, être une femme, on peut encore poser préjudice à certaines personnes dans leur vie de tous les jours. On doute de nos capacités, de nos choix, et on les remet en cause. Et j'ai pu entendre de la part de mon grand-père, de mes professeurs ou même d'inconnus, des phrases du style tu veux faire de la boxe, mais c'est un sport de filles, ou de garçons, oui, pardon. Ou tu veux faire ce métier, c'est un métier manuel, c'est pas un travail pour une femme. Et du coup, ces réflexions, ça a pu impacter mes choix de vie, mon avenir. Et par moments, ça donne un peu l'impression de se heurter à une sorte de mur invisible. C'est pourquoi je voulais savoir comment vous avez vécu d'être avocate en 64, et si le fait d'être une femme a changé la perception et la confiance que vous accordez vos collègues et vos clients.
Malou, tu laisses causer. À te regarder, ils s'habitueront. C'est René Char qui disait ça. Donc, tu laisses les bêtises qu'on te balance, à savoir que les femmes, elles ne pourraient pas faire de la boxe, que les femmes, elles ne pourraient pas être soudeurs. Vous savez pourquoi je dis cela? Parce que j'ai participé à la marche contre les violences sexuelles et sexistes au mois de novembre, et nous toutes avaient fait énormément de panneaux. Et sur ces panneaux, on voyait « Je ne suis pas délicieuse, je suis soudeur. Je ne suis pas attrayante, je suis chef de service. Je ne suis pas gracieuse, je suis infirmière. » Tu vois, c'est une façon de renvoyer à tous les autres. On s'en fiche de toutes les bêtises que vous pouvez dire. Nous sommes la moitié de l'humanité et nous finirons par vous convaincre que nous sommes vos égales. Merci. Et par rapport à la question de Malo, vos souvenirs d'avoir été sur ce chemin professionnel spécifique, à un moment où c'était peut-être... on parlait de l'année 64. Oui, c'était pas... À l'époque, il n'y avait pas tellement de femmes avocates et nous étions considérés nécessairement comme... en somme, on devait être les bonnes à tout faire de nos confrères qui tenaient des cabinets. Et quand on était en recherche de collaboration, l'avocat qui allait peut-être nous embaucher commençait par nous demander si on savait conduire, si on savait cuire un beefsteak. Enfin, bon, moi je répondais toujours, je ne suis pas maître Jacques, au revoir monsieur. Mais bon, et puis dans mes dîners en ville, on me disait, vous plaidez? Et je disais, oui, je ne sais pas tricoter. Je ne suis pas fier du tout. Hein. C'est vrai que je ne sais pas tricoter, j'ai complètement oublié comment on tricote, mais je n'en suis pas fier. Hein. Mais c'était tellement exaspérant d'entendre toujours dire, mais non, une femme, ça ne peut pas faire ça. Hein. Ma fille, qui a connu la condition féminine que nous connaissons toutes, que nous améliorons chaque jour, elle a suivi son compagnon qui faisait des études à Lille. Elle faisait un DEA à Nanterre. Mais c'est elle qui s'est déplacée. Et comme il fallait vivre, elle a demandé au Pôle emploi de l'époque ce qu'elle pourrait faire. Ah, on lui a répondu, madame, vous êtes une femme et vous êtes juriste. Oh, ben alors, il n'y a rien pour vous. Bon. Elle a laissé dire. Elle a fait une très belle carrière. Tu laisses dire. Je prends note. Bien, on va changer d'équipe, passer à l'équipe suivante. Merci à vous. Alors, nous accueillons donc... Pauline est restée là, parce que... Alors, non, Pauline est restée en place parce qu'elle se sent très bien. Qu'elle a une deuxième question. Nargis et Marie nous ont rejoints. Et on va commencer par écouter Nargis. Bonsoir, je m'appelle Nargis, j'ai 21 ans. Très tôt, à l'école, des troubles d'apprentissage ont été diagnostiqués, dyscalculie, dyslexie. J'ai beaucoup été suivie. Parfois, je me posais des questions sur le sens de certains suivis. Je me rends compte que je me suis construit une carapace. J'ai toujours craint les adultes, et en particulier mon père, comme si je ne me sentais jamais en sécurité. À chaque étape de ma vie, j'ai besoin qu'on me dise que je suis sur la bonne voie. J'ai toujours peur de me tromper, et mon manque de confiance ne fait que s'accentuer. Parfois, c'est tellement fort que je reste figée et ça m'empêche d'agir. Pourtant, j'ai toujours été encouragée par ma mère pour gagner cette confiance en moi, mais rien n'y fait. En comparaison, vous semblez avoir toujours eu confiance en vous-même. Avez-vous peur de l'échec quand vous lancez des nouveaux projets? Comment les surmonter? Bien sûr que j'ai peur de l'échec en permanence. Tu penses que c'était tellement compliqué de se battre sur des terrains qui intéressent peu le monde, hein?
Se battre contre la torture, ça n'intéresse pas tous nos concitoyens. Se battre pour l'amélioration du sort des détenus dans les prisons, ça n'intéresse pas non plus tous nos concitoyens. Et comme membre de Prisonniers sans frontières, dont l'objet est l'humanisation des prisons en Afrique de l'Ouest, quand j'en parlais, on me disait « Mais vous vous occupez des prisons en France ?» Alors ils étaient très déçus parce que je leur répétais « Oui, depuis 50 ans. » C'est l'emmerdeuse totale là, sur les prisons. Mais bien sûr que je suis une impatiente et je n'arrive pas assez vite à ce que je voudrais arriver à faire, bien évidemment. Mais maintenant, tu es grande et tu as ta mère qui te soutient. Donc, ça devrait aller mieux. Je ne sais pas comment répondre à ta question. Tu veux bien me la redire, ta question? Oui. En comparaison, vous semblez avoir toujours eu confiance en vous-même. Avez-vous peur de l'échec quand vous lancez des nouveaux projets? Comment les surmonter? Oui, bien sûr, j'ai peur de l'échec. Là, avec la Covid, ça fait 2 ans que on est en difficulté dans l'association SOS africaine en danger. Notre premier bus vient enfin d'arriver du Canada, puisqu'il n'y avait pas de liaison maritime entre le Canada et le Sénégal. Donc, tu vois, on se heurte en permanence à des difficultés. On devait, pour transformer notre bus moitié en dispensaire, moitié en cybercentre, on devait acheter des tas d'outils au Sénégal. Ça coûtait moins cher à Dakar qu'à Paris. Et puis on vient d'apprendre que comme il y a eu très peu de liaisons maritimes entre la France et le Sénégal du fait de la Covid, ils sont complètement en rupture de stock à Dakar, c'est hors de prix. Ils nous ont dit non, maintenant il faut acheter à Paris. Donc on a acheté beaucoup plus cher qu'on ne pensait le faire à Paris, et on a eu aussi l'obligation d'emmener par avion des outils. Donc on se heurte. C'est ça, la vie, c'est une aventure où chaque jour il se passe des choses dont on ne pensait pas le matin qu'elles allaient arriver dans l'après-midi. Donc on est continuellement obligé de s'adapter à des circonstances qui peuvent être très désagréables. Il va falloir sauter l'obstacle. Et il faut se dire, on va sauter l'obstacle. Il faut être optimiste. Merci. Bonsoir. Du coup, moi, c'est Marie. J'ai 20 ans. Je viens des Hautes-Alpes. Je suis venue dans ce service civique parce que j'étais perdue dans ma vie. Et je le suis toujours. Je me suis orientée plusieurs fois dans mon parcours et pour essayer de trouver ce qui me plaît. Mais malgré les efforts et l'aide que j'ai pu obtenir, j'ai l'impression que tout reste flou. Je sais toujours pas ce que je veux et qui je suis. J'ai développé une certaine crainte de me tromper dans mes choix et de me sentir enfermée dans quelque chose qui ne me plaît pas. Et ça m'empêche d'avancer. Quand on lit votre livre, on a l'impression que vous n'avez jamais eu de doute sur ce que vous deviez faire et sur qui vous êtes. Et ce, depuis un jeune âge. Donc, je voulais savoir si c'était, est-ce que c'était réellement le cas ou une image que vous laissez transparaître? Et selon vous, comment peut-on arriver à savoir ce que l'on veut et qui l'on veut devenir? Ce que l'on veut et qui l'on peut devenir. C'est vrai que ce que je suis, je le dois très probablement à ce que j'ai découvert lorsque j'avais 7 ans. Mon père étant journaliste, il a terminé la guerre, il a eu la chance à la bataille de Dunkerque de s'en sortir, c'est-à-dire qu'il a pris le dernier bateau qui a emmené des soldats français en Angleterre, et il est revenu en France, et il a terminé la guerre comme correspondant de guerre dans l'armée canadienne, et il a ouvert des camps de concentration. Et quand il est revenu, mon père n'était pas un éducateur, ça vous avez dû le comprendre déjà, puisqu'il n'éduquait pas les garçons et les filles de la même manière. Et il a dit à ma mère devant nous, il ne faut pas que les enfants voient ça. Il avait une enveloppe dans les mains. Alors évidemment, moi, d'abord, je ne supporte pas la censure. Deuxièmement, je suis curieuse. Donc dès qu'il a eu le dos tourné, je me suis précipitée dans son bureau pour fouiller et pour savoir ce qu'il m'était interdit de voir. Ça, c'est ça qui m'intéressait. Et alors là, j'ai eu le choc de ma vie. J'ai eu le choc de ma vie parce que
on ne pouvait absolument pas imaginer qu'on allait voir ce que l'on voyait, c'est-à-dire les corps décharnés de ceux qui étaient encore vivants, les montagnes de cadavres. C'était inimaginable, et j'avais 7 ans. Alors évidemment, j'aurais dû en parler. Mais comme c'était l'époque où on donnait des fessées, je me suis dit que j'allais recevoir la fessée du siècle à m'être permis de fouiller le bureau de mon père. Je n'ai jamais fouillé absolument personne depuis, heureusement. Mais donc je me suis tue. J'étais beaucoup trop petite pour comprendre que ce jour-là, mes parents ne m'auraient pas battue. Et pour moi, ça a été... je découvre à 7 ans ce que l'homme peut faire à l'homme. Et donc j'ai décidé que je ferais le contraire et que quand je serais grande, j'aiderais les plus paumés, les plus en difficulté, comme je pourrais. Donc, tu vois, si je suis devenue avocate, c'est pas par hasard. Voilà. Donc, comment dire ? Moi, j'utilise beaucoup l'expression « les fleurs du mal » parce que d'horreur, parfois, il ressort des choses intéressantes. Par exemple, quand j'avais été porter des fleurs au Bataclan, je n'imaginais pas du tout que j'allais faire un micro-trottoir, qu'il allait devenir viral, qu'un jeune musulman de Toulouse allait me chercher puisque les journalistes m'ont demandé mon prénom et seulement mon prénom, donc il cherchait une Danielle. Alors il a trouvé une Danielle parce qu'il était beaucoup plus doué que moi dans le monde des réseaux, et il a trouvé une Danielle Mérian à Prisonniers sans frontières, il a trouvé une Danielle Mérian à SOS Africaine en danger, enfin et alors il m'a envoyé un mail pour me dire « Est-ce que c'est vous, Danielle Mérian ?» Bon, je lui dis oui, je reçois un bouquet fabuleux avec un petit mot absolument adorable, et puis il s'est dit « Je vais me faire rembourser mon bouquet ». Et il a lancé des fleurs pour Daniel pendant 1 mois. J'ai eu 1800 donateurs. Et j'ai eu, je ne sais plus bien, je crois que c'est 830 000 euros. Je ne sais plus, non, je me trompe. En tout cas, j'ai pu distribuer à mes diverses associations des fonds. Donc, de l'horreur du Bataclan, il est arrivé pour moi une médiatisation qui me rend service puisque je cherche continuellement des fonds. Et puis, toute cette amitié qui est née, enfin, tous ces gens qui ne me connaissaient ni d'Ève ni d'Adam et qui se sont dit, mais ce qu'elle a dit, cette dame, c'est bien, donc on va lui envoyer des fleurs. Tu vois, j'appelle ça des fleurs du mal. Et je trouve que dans ma vie, il y a eu très souvent comme ça, les fleurs du mal. Par exemple, je me suis retrouvée, j'ai eu mes enfants avant la contraception, donc à l'époque où je me suis mariée, c'était la méthode Ogino. Grâce à la méthode Ogino, je me suis retrouvée enceinte au bout de 8 jours de mariage. Donc j'étais extrêmement furieuse d'être enceinte en 4e année de licence, 15 jours après avoir épousé un homme qui revenait de la guerre d'Algérie, qui était tout nouveau dans sa profession. Enfin, on était fauchés et ça a été les fleurs du mal une fois encore, parce que je devais, à l'époque, c'était une époque bénie pour les jeunes, hein, ces années-là. Parce qu'avant d'avoir le titre de licencié en droit, j'avais déjà un emploi dans un syndicat. Bon, alors il se trouve que le monsieur qui m'avait embauché m'avait dit, moi je ne veux pas changer tout le temps de collaborateur, donc si vous venez travailler avec moi, il faut vous engager quand même pour 3 ans. Et quand je me suis retrouvée enceinte, j'ai décidé que j'allais élever mon enfant, donc j'ai été voir ce monsieur pour lui dire, monsieur, je suis enceinte, donc on ne va pas vivre, je ne vais pas venir chez vous. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai poursuivi mes études. Alors j'avais infiniment plus envie de poursuivre mes études que de travailler dans ce syndicat agricole qui m'aurait donné de quoi manger, certes, mais ce n'était pas ça qui m'intéressait. Donc une fois de plus, ça a été les fleurs du mal, grâce à ma fille qui est arrivée lorsqu'elle n'aurait pas dû arriver, qui aura 60 ans le mois prochain. J'ai poursuivi mes études, donc je peux dire je dois tout à ma fille. C'est intéressant, le renversement de situation. Il y a plein de surprises dans la vie. Tu auras plein de surprises.
il y en aura plein qui seront bonnes. C'est sûr. Merci. Est-ce que c'est un questionnement qui vous traverse, le qui je suis, dans tout ce que vous faites, dans toute votre mobilisation, dans votre parcours? Est-ce que vous avez des moments de pause sur cette thématique? Je voudrais bien avoir des moments de pause. Je voudrais être arrière-grand-mère et dorloter un nourrisson. Bon, mais j'ai des petits-enfants qui n'ont pas l'intention pour le moment de me faire arrière-grand-mère. Je pense pas que je prendrai jamais ma retraite, parce que je serai toujours une femme passionnée. Il y aura toujours des gens à défendre sur cette terre, et donc je pense que tant que j'aurai des forces, je travaillerai. J'ai une façon de me reposer, ça va vous paraître bizarre, c'est de partir en voyage. Il n'y a rien de plus fatigant que les voyages, mais quand je suis en voyage, je ne suis plus responsable de rien. Je rencontre des gens différents, je mange des choses différentes, je suis avec des lumières différentes. Tout ça est tout à fait intéressant, et pendant ce temps-là, je ne travaille pas. Donc j'ai quand même des moments où j'arrive à me reposer. Pour ça, il faut que je quitte Paris. Quitter un peu l'action aussi, peut-être. Arrêter l'action et Ben oui, se poser. laisser porter. Bien sûr. Bien sûr. Pauline, pour une autre question. Du coup, avant de poser ma question, je vais un peu contextualiser. Mes parents sont toujours ensemble et j'ai perdu mon frère il y a une dizaine d'années, mon grand frère. Du coup, je suis seule enfant maintenant. Du coup, assez jeune, je me suis rendu compte que mes parents étaient quand même assez intolérants. En particulier mon père qui fait preuve de racisme, d'homophobie, de sexisme. Et du coup, par exemple, adolescente, je me faisais insulter, menacer, juste parce que je ne conviens pas à l'image de femme que mon père peut avoir. Et du coup, j'ai grandi, et maintenant, étant la seule enfant qu'il leur reste, j'aimerais pouvoir avoir de bons rapports avec eux, avoir une bonne relation, sauf que j'y arrive pas. Et j'en deviens complètement fermée. Et cette attitude que j'ai, pour moi, ça se rapproche au final d'une certaine forme d'intolérance. Et ça me pose souci parce que c'est de base ce que moi, je leur reproche. Et du coup, vous avez grandi dans une époque qui était très loin de votre tolérance et de votre ouverture d'esprit, notamment en termes de sexisme. Et du coup, je me demandais comment accepter le fait que nos proches soient aussi éloignés de nous en termes de valeurs, en termes d'idées, et comment accepter d'être impuissant face à cela. Tu es pleine de bonne volonté, Pauline. Mais si tu n'y arrives pas, ça ne sera sûrement pas de ta faute. Moi, je me suis disputée avec mon père à peu près toute ma vie. Et Dieu sait qu'il me manque aujourd'hui qu'il est mort. Bien entendu, il me manque. C'était un homme très brillant. Mais il était macho, il était du 19e siècle. Enfin, pour lui, une femme, ça ne devait pas travailler. Ma mère a toujours travaillé parce qu'elle voulait travailler. Il n'en a pas empêché, ce n'est pas le problème. Mais comme nous étions élevés de façon très très différente, comme je vous l'ai dit, que mon frère était au Pinacle, par exemple, c'est complètement aberrant comme éducation. Mais quand mon frère a eu le bachot, vous savez ce qu'il a eu? À une époque où il n'y avait que les stars à avoir des voitures, il a eu une voiture comme récompense. C'est absolument aberrant. Et quand je rouspétais, parce que lui, il avait une liste civile pour entretenir son automobile, et moi 3 sous, quand je rouspétais en disant que c'était infâme et injuste, mon père me répondait « Ah, t'es jalouse, bon, alors je vais te punir, t'auras plus un sou, du tout. » Et quand je me suis marié, je n'avais pas de porte-monnaie. J'avais rien. Donc, voilà. On fait comme on peut avec ses parents. Si ton père reste un homme du 19e siècle, s'il reste sexiste, s'il continue de mépriser les femmes, ça ne sera vraiment pas de ta faute. Tu t'éloigneras, relativement parlant, mais tu as connu un drame épouvantable, perdre ton père. Je comprends bien que
te sentant maintenant la fille unique, tu as envie d'avoir les meilleurs rapports, mais ça ne dépend pas que de toi. Et je trouve que tu as beaucoup de bonne volonté et je te félicite parce que toutes les jeunes filles de 20 ans ne réagiraient pas comme toi. Il y en aurait qui auraient déjà envoyé promener la famille. Et je t'admire à vouloir absolument essayer d'avoir un rapport beaucoup plus sympathique avec tes deux parents. Merci beaucoup. Des paroles réconfortantes pour passer à la troisième partie. On va changer à nouveau d'équipe. Oh pardon, oh là là. Mea culpa. Marie a une deuxième question. Oui, qu'on a oublié. Moi, contrairement à Pauline, j'ai une relation compliquée avec mon père, mais je ne lui parle plus aujourd'hui. J'ai une grande sœur qui, elle a une relation totalement différente avec lui. Et j'ai toujours ressenti une sorte de préférence de mon père envers ma sœur. J'avais l'impression d'avoir moins d'importance qu'elle et qu'il l'aimait plus que moi sans raison particulière. Et ça m'a longtemps affectée parce que je ne comprenais pas pourquoi. Et je ne comprends toujours pas pourquoi. Pour d'autres raisons, vous avez vécu la différence de considération dans une fratrie. Donc je voulais savoir comment ça vous avait affecté et comment avancer quand on a l'impression de ne pas avoir le soutien de l'un de ses parents. Ça m'a profondément affecté. Et qu'est-ce que je voulais te dire ? Ça m'échappe. Je criais tout le temps, personne ne m'aime. Et ma mère me répondait systématiquement, mauvais roman d'Elsa Triolet. Donc j'ai beaucoup lu la bibliothèque abondante de mes parents. Je n'ai jamais lu Personne ne m'aime parce que je faisais confiance à maman sur la critique littéraire. Donc peut-être que c'est un bon roman, j'en sais rien. Mais c'est te dire à quel point il y avait une inconscience chez mes parents de la souffrance que je ressentais à être la mal-aimée. Quand j'étais tout bébé, je me disais, ils ont dû m'adopter, puisque c'est pas possible de faire de telles différences. Puis après, je me disais, non, c'est idiot. Ils m'ont pas adopté parce qu'ils n'ont pas assez de cœur pour adopter un enfant. Puis en plus, je leur ressemble. Bon, mais j'ai énormément souffert. Ma grand-mère maternelle, qui habitait près de chez nous, nous emmenait tous les jours jouer au Luxembourg. Alors, on m'avait emmené dans les plus beaux magasins de jouets de Paris, acheter le plus beau des jouets à mon frère, rien à moi. Non, mais c'est quand même hallucinant, hein. Ça paraît pas croyable, mais c'est vrai. Et donc, sur les 5 heures, je disais à mon frère, tu veux pas me prêter ton bateau, ou tu veux pas me prêter tes patins, ou bon. Et c'était toujours non. Et ma grand-mère ne lui disait pas, écoute, partage. Et le soir au rapport, qu'est-ce qu'elle disait à ma mère ? Daniel a encore embêté Claude. Tu vois, j'ai vécu ça, hein. C'est lourd. C'est tellement lourd que tu te rends compte, j'ai 83 ans et je suis en train de te raconter mes émois quand j'avais 4 ans. Mais il faut s'en sortir. C'est ce que je te disais tout à l'heure, laisse causer. On va se construire autrement que le projet des parents. Le projet des parents, pour moi, c'était sûrement de me marier. J'ai fait les études que je voulais parce que ça n'avait aucune espèce d'importance pour eux. Mais ils m'auraient aussi bien marié à 15 ans s'il y avait eu quelqu'un qui était venu me demander. Je te jure qu'ils ne m'auraient pas marié. Hein. Mais de même qu'on ne m'aurait pas mis en pension, j'aurais fait le mur. Mais j'avais des certitudes, tu vois, de ce point de vue-là. Mais faut faire avec. Mais il faut passer par-dessus. On est bien obligé. Ça aide à réfléchir. Parce que la souffrance, il y a au moins quelque chose d'intéressant avec la souffrance, c'est qu'en général, ça nous rend plus intelligents. Ça nous oblige à penser. Donc, peut-être qu'ils m'ont rendu service, mes parents, en me discriminant. Merci. J'oublie personne ? Ça va ? Alors, on change d'équipe. Merci à vous.
Excusez-nous, on prend le temps de boire. Merci à vous. On accueille donc Léna, Malo et Pauline à nouveau, et ainsi que Evan. La troisième thématique, c'est faire face, c'est avancer avec les difficultés. Donc, je vais d'abord laisser la parole à Malo. Alors, pour commencer, je vais aussi mettre du contexte, comme Pauline l'a fait tout à l'heure, avant de poser ma question. Actuellement, je suis en pleine remise en question et je ne sais pas vraiment ce que je veux faire de ma vie. Et la plupart de mes amis sont dans le même cas. Et l'une d'entre elles, ma meilleure amie, est un peu en dépression. Elle pense constamment qu'elle n'est pas née à la bonne époque, 10 ans ou 20 ans trop tard. Et avec les problèmes de réchauffement climatique qui deviennent de plus en plus alarmants, le chômage ou même tout récemment le Covid et la 5e vague, elle est complètement perdue et a l'impression d'avoir une sorte de pression constante sur ses épaules des générations passées. Comme si elle ne devait pas se plaindre de notre présent, car on a en quelque sorte tout à portée de main et qu'avant il y avait des choses bien plus compliquées. Et dans votre livre, vous vous opposez fermement à l'idée du « c'était mieux avant », ce que je peux tout à fait comprendre, mais alors que pensez-vous de ces nouvelles générations, de notre génération un peu désenchantée, pessimiste et effrayée de l'avenir ? Alors, je pense effectivement très fermement que c'était pas mieux avant. J'ai vécu l'occupation allemande. J'ai subi la condition féminine en ce sens que quand je me suis mariée, je devais obéissance à mon mari. Il m'autorisait ou non à ouvrir un compte bancaire. C'était lui seul qui avait le droit de choisir le domicile conjugal. Quand nous avons eu nos enfants, c'est lui seul qui avait l'autorité parentale. Je vous en passe. Mais bon, donc on ne me fera jamais dire que c'était mieux avant. Donc je ne pense pas qu'il faille dire pour ton ami, je ne suis pas née à la bonne époque. Elles ont toutes été épouvantables derrière nous. Alors aujourd'hui, ce n'est pas brillant. On a cet énorme problème du réchauffement climatique, mais il y a tellement de jeunes qui se lèvent pour protester. Mademoiselle Thunberg, elle étonne le monde entier. Hein. Comment si jeune, et d'abord toute seule, elle a commencé par dire tel jour je ne vais pas à l'école. Et elle a des centaines de milliers d'amis aujourd'hui de par le monde. Et je crois vraiment que, pour moi, je suis ravie d'être avec des jeunes parce que vous êtes mon avenir. Et je crois très fermement que, j'espère bien que vous allez faire beaucoup mieux que nous, parce qu'effectivement, on vous donne actuellement une planète lamentable. Mais j'espère que vous saurez tous ensemble faire mieux que nous. Il ne faut pas dire je ne suis pas née à la bonne époque, hein, vraiment pas. Mais du coup, justement, c'est pour elle, c'est cette pression un peu de on est jeune et on est dans une époque où c'est à nous de faire les changements. Et c'est cette pression constante qui la déstabilise, on va dire, c'est à vous d'agir pour le climat, c'est à vous d'agir pour libérer les femmes, entre guillemets, mais c'est à vous d'agir, en fait. Et du coup, ça lui met une pression, et c'est ça, en fait, que je voulais interroger votre point de vue. C'est à chaque génération, au fur et à mesure que le temps avance, de modifier les choses. Et chaque génération l'a fait. Regarde par exemple le vêtement. À chaque génération, on s'est habillé de façon différente. À chaque génération, depuis des millénaires. C'est quand même formidable. Donc, chaque génération avance. Et c'est normal qu'elle avance. C'est normal qu'elle ait des échecs. C'est normal qu'elle se dise peut-être que les prochains y feront mieux. Moi, j'espère beaucoup dans mes petits-enfants. D'accord, merci. Vous faites partie de ceux qui mettent cette pression, alors finalement.
Peut-être. C'est vrai que c'est un peu étonnant, cette génération qui a du poids sur ses épaules et sur laquelle on mise, et en même temps, toutes les possibilités, tout ce qui devient possible avec nos ouvertures par les réseaux, par toute cette complexité internationale qui leur ouvre aussi beaucoup de portes. Et on peut avoir, quand on réfléchissait à cette question avec Malo, c'est vrai que c'est un peu étonnant aussi de se sentir dans une génération désenchantée alors que tout est là à portée. C'est bouleversant d'être dans un village global. C'est quelque chose qui est, pour vous, c'est votre norme, mais moi, je n'imaginais pas que j'allais vivre, quand j'étais enfant, un jour, le village global dans lequel je suis aujourd'hui. C'est ça l'histoire aussi. Ça bouge. Ça bouge et puis on a de bonnes surprises. Quand j'enseignais, je disais à mes étudiants de première année de licence en droit, révoltez-vous, c'est un vrai scandale que 95% d'entre vous soient collés à la fin de l'année. Enfin, je leur disais, vous, ça, dans mes TD, ça ne sera pas comme ça. Vous allez être reçus avec mention, et ceux qui ne veulent pas travailler, ils demandent à changer de TD. Donc, j'étais sévère, mais ils étaient reçus avec mention. Et qu'est-ce que je voulais vous dire ? J'ai perdu le fil. Les exigences, oui. J'ai complètement perdu le fil de ce que je voulais vous dire. J'espère que ça va revenir. Redis-moi ta question. Alors, ma question, c'était par rapport à votre livre. Dans votre livre, vous dites que vous êtes contre le c'était mieux avant, mais du coup, que pensez-vous des nouvelles générations pessimistes, enfin désenchantées, pessimistes et effrayées de l'avenir? Ah oui, voilà, ça y est, ça me revient. Je vous parlais d'histoire. L'histoire nous surprend toujours, en bien et en mal. Donc je disais à mes étudiants qui devaient se révolter contre le fait qu'ils étaient beaucoup trop collés aux examens et que ça n'est pas, l'éducation nationale n'est pas faite pour coller les gens aux examens. Je regrette, c'est pas l'objectif. Donc je leur disais, vous devriez faire la révolution. Et ça y est, je me souviens, je les ai quittés en 67. Et c'est en 68 qu'ils ont fait mai 68. Ça a été un enchantement parce que ça a été une vraie révolution culturelle. Plein de choses ont bougé grâce au fait que ces étudiants se sont révoltés contre le sort qu'on leur faisait et ça a enflammé la France un moment. Et moi, je suis resté 6 mois sans travail avec mai 68. Il n'y avait évidemment pas un client. Et ça me permettait donc de discuter avec mes confrères et d'aller aux manifestations. Évidemment, quand j'allais à la Sorbonne, j'étais extrêmement déçu de voir les garçons à la tribune et les filles à leur faire du café dans les couloirs. Et je me disais, c'est encore foutu pour les filles. Mais ça a beaucoup avancé. Donc, il faut croire qu'on avance. On avance. Il n'y a pas que le mal qui avance. Il y a le bien aussi. Il y a des gens formidables. J'en ai rencontré partout. Partout où je suis allé, j'ai fait énormément de conférences pour l'action des chrétiens, pour l'abolition de la torture. Je me suis battu pour l'abolition de la peine de mort en France et dans le monde. J'ai rencontré des gens extraordinaires partout. Je suis allé en province, j'ai sillonné la France. Mais les gens formidables, on n'en parle pas. On ne parle que des guerres, des tortures, des gouvernements, tous plus minables les uns que les autres. Mais la société civile, elle fait des choses extraordinaires tous les jours. Et vous êtes la société civile. Et je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Parce que vous êtes mon avenir. Et je crois en vous. Et vous trouverez votre chemin. Bien sûr que c'est difficile. Moi, je n'étais pas d'une famille d'avocats. Et quand je me suis inscrit au barreau, mon parrain, qui était avocat, me disait « il faut 10 ans pour faire une clientèle ». Je me disais « 10 ans ? Je ne vais sûrement pas mettre 10 ans !» 10 ans plus tard, la même avait compris que le parrain avait raison. Voilà. Et puis, quand j'ai perdu mon mari,
Mon mari a eu un cancer très dur avec des années de chimiothérapie. La dernière année de sa vie, je l'ai passé beaucoup plus à l'hôpital qu'à mon cabinet. Mon cabinet s'est donc totalement, immédiatement écroulé, puisque j'avais une clientèle de particuliers. Ben, j'ai été étonné, alors que j'étais au sommet de ma compétence, de voir le temps qu'il m'a fallu, après la mort de mon mari, pour remonter mon cabinet. Ça fait partie des épreuves de la vie, et ça fait partie de l'inconnu de la vie. Parce que là encore, je trouvais que c'était beaucoup trop long. Mais vous avez compris que j'étais une impatiente. En tout cas, merci pour cette réponse. Pauline, qui a une question à vous poser. Alors, je vous préviens tout de suite, je vais vous poser une question qui m'est très personnelle et assez difficile à poser. Quand j'étais plus jeune, j'ai vécu une expérience sexuelle traumatique. C'est une question... c'était il y a maintenant quelques temps, et j'ai aujourd'hui 26 ans. Et c'est une question qui a ressurgi il y a peu quand des amis à moi ont voulu monter une association pour lutter contre les violences sexuelles dans les milieux étudiants. J'ai entamé un travail depuis un petit moment pour ne plus subir ce souvenir et être en paix avec moi-même. C'est un processus qui a été assez long et difficile, et c'est un processus qui est toujours en cours d'ailleurs. Mais je pense que j'ai toujours pensé que c'était quand même essentiel d'un point de vue personnel dans mon rapport aux autres, hein, de justement entamer ce processus. Je pense que ça me permettra aussi d'aborder mon avenir professionnel plus sereinement, autant dans mon rapport avec mes pairs que dans celui avec les publics que je suis amenée à côtoyer, comme j'ai envie de travailler avec les publics de la culture. À l'heure actuelle, j'hésite encore à m'engager dans le soutien des personnes victimes de ces violences, alors que c'est un combat qui me touche particulièrement, notamment parce que j'ai peur de me projeter et d'être blessée par ce genre de combat. Vous-même, vous êtes en lien avec une association qui est Africaine en danger. Vous êtes la présidente de cette association, et j'imagine que vous devez entendre des témoignages. Du coup, je me demande comment est-ce que vous gérez votre implication émotionnelle dans les combats que vous menez. C'est très douloureux ce que tu as vécu. Et j'ai déjà entendu ça à la Sorbonne, à une soirée à la Sorbonne, où les filles me disaient, Madame, on est importuné, le mot est faible, par nos camarades masculins, par nos professeurs. Il faut passer à la casserole pour terminer son mémoire ou sa thèse. Et je leur disais, écoutez, je vous donne mon sentiment, l'union fait la force. S'il y avait 30 plaintes sur le bureau du directeur de la Sorbonne chaque jour, peut-être que ça changerait. Je crois qu'on doit énormément au mouvement MeToo. Alors, pour ce qui est des jeunes femmes que j'assiste, vous n'imaginez pas dans quoi je suis tombée au point de vue horreur. C'est-à-dire que ces jeunes femmes, non seulement elles ont été excisées avec tous les maux que constitue l'excision, parce que l'excision, c'est une forme de rétablissement de la peine de mort. Je m'explique. Elles meurent beaucoup dans la brousse le jour de l'excision, d'hémorragie. Elles meurent beaucoup en accouchant. Et car c'est le fait de l'excision. Je ne vais pas vous raconter le pourquoi du comment, mais c'est... Et elles ont toutes, ces jeunes femmes que j'assiste depuis maintenant 8 ans, une mère ou une sœur morte en couche. Pour ça, je parle de rétablissement de la peine de mort. Et on les marie de force. Elles haïssent évidemment le vieux auquel on les marie. Elles sont les 3e ou 4e femmes. Le record de ce que j'ai connu, c'est une petite fille de 10 ans
mariée à un imam de 80 ans. À 11 ans, elle a fait une fausse couche très grave. Elle est restée un long moment à l'hôpital. Évidemment, l'imam a menti sur son âge au médecin, mais le médecin n'avait qu'à la regarder pour savoir que c'était une enfant. Alors, il a quand même dit que ce serait bien de continuer avec de la contraception. Et il s'est entendu répondre que Allah est contre la contraception. L'année suivante, elle a accouché d'un enfant mort-né. L'année suivante, elle a fait une nouvelle... elle a perdu un enfant à nouveau. Bon. Et ces jeunes femmes qui me racontent les horreurs qu'elles ont vécues, qui fait qu'un jour, il y a un déclic qui fait que ça, c'est trop, et c'est à ce moment-là qu'elles s'enfuient. Par exemple, beaucoup s'enfuient au moment où le vieux mari meurt et où on veut leur faire vivre le lévirat, à savoir épouser un frère encore plus âgé, du vieux, et là, elles se disent, ah non, recommencer, non, ça je peux pas. Et là, elles fuient. Bon, c'est souvent dans ces cas-là. Mais ces femmes, je vous assure que si je ne voyais pas leur corps, je ne pourrais pas croire ce qu'elles me racontent. Parce que je ne pourrais pas croire que la cruauté masculine peut aller aussi loin. Non seulement il les viole, mais il les torture. Je dis bien, il les torture. À l'eau bouillante, au fer à repasser, à la cigarette, au fouet, à la machette, et j'en passe. C'est hallucinant. Elles sont couvertes de cicatrices. Je passe mon temps à faire des certificats médicaux pour l'OFPRA. Parce que c'est très très difficile ici en France d'imaginer que des femmes peuvent subir un tel sort en Afrique de l'Ouest. C'est très difficile à imaginer. Donc, vive le mouvement MeToo. Je n'avais jamais parlé des agressions sexuelles que j'avais subies. Par chance pour moi, ça a été peu de choses. Mais néanmoins, moi, je ne supporte pas qu'un gynécologue me mette la main sur la cuisse quand je lui demande, comme ce fut le cas à l'époque, une ordonnance pour pouvoir acheter la pilule. Et je supporte encore moins aussi qu'ils me disent « Madame, il faut faire des enfants ». Je dis « Mais monsieur, vous faites un enfant tous les 10 mois à votre femme, si ça vous chante, et puis vous vous occupez absolument pas de mon couple ». Alors, bien sûr, on ne s'est jamais revus, mais bon, moi je me révolte. Contre la connerie humaine, je me révolte. Et est-ce que c'est votre métier d'avocate qui vous permet de vous préserver parce que là, ce dont vous témoignez, c'est... Oui, sûrement. On s'imagine la difficulté d'assister à ces récits, d'être témoin de ça. C'est très dur. Je ne m'habituerai jamais. Je m'efforce de ne pas avoir les larmes aux yeux. Parce que devant ces femmes qui ont un tel courage, celles qui ont le courage, étant analphabètes, de fuir vers la France, pays des droits de l'homme, c'est tout, et pays où on parle français, parce que c'est la seule langue qu'elles connaissent, elles viennent totalement dans l'inconnu. Il faut un courage. Mais n'importe quel inconnu par rapport à leur martyr, c'est beaucoup mieux. Et ces jeunes femmes, quand je suis devenue leur présidente, parce qu'elles ont fait... Ce sont des Guinéennes qui sont arrivées en 2013, en nombre, en 2013, pour se faire soigner à un centre de soins aux torturés qui s'appelle Parcours d'Exil. À cette époque, j'étais vice-présidente de cette association, et le médecin qui était l'âme de cette association, devant le nombre, leur a proposé de faire un groupe de parole. Et de ce groupe de parole est né les statuts de SOS Africaines en danger. Les Africaines en danger étant leurs fillettes restées au village, vous imaginez leur cauchemar. Et elles avaient fait tellement vite qu'aucune n'était encore passée à l'OFPRA, ce qui fait qu'elles étaient des sans-papiers et qu'elles ne pouvaient pas déposer leur statut à la préfecture. Alors je me suis proposée pour être leur présidente, et puis ça a été un coup de foudre entre elles et moi, et je leur ai dit, je vais vous expliquer pourquoi je suis solidaire de votre combat. Et je leur dis, alors elles me regardaient comme ça en disant, elles se foutent de nous, cette vieille bourgeoise. Je leur disais, je suis née sous un régime d'esclavage. Et je leur ai dit, je suis née en 1938, c'est l'année où enfin a été abolie la
l'incapacité juridique de la femme mariée, mais je leur dis, ce n'était pas gagné, je leur ai raconté les combats qu'il a fallu mener au XXe siècle, et elles ont toujours des réactions positives. C'est ça que j'admire chez ces femmes. Elles ont un sens de la vie. Elles m'ont dit, ben, Madame Mérian, si vous, les femmes ici, vous avez gagné tous ces combats, eh bien nous, on va gagner le nôtre. Hein? Il faut le dire, on va le gagner, le combat contre l'excision. Et elles étaient convaincues, en arrivant ici, que tout était rose pour nous, puisque elles ont découvert la liberté. Faire ce qu'on veut. Elles sont toutes musulmanes. Hein? Mais alors, il n'y a personne qui va leur dire aujourd'hui comment il faut s'habiller, s'il faut mettre un voile ou pas un voile, et si elles ont envie d'être en mini-jupe au mois d'août, elles seront en mini-jupe au mois d'août. Elles ont la foi, mais c'est leur foi, et ce ne sera plus jamais ni un père ni un mari qui leur expliquera leur religion. Hein. Elles sont libérées. Je prie pour elles, elles prient pour moi. Je souhaite de pouvoir dire ça un jour aussi à des personnes qui n'ont peut-être pas eu la chance d'être aidées comme j'ai été aidée par le passé. Ça me paraît... je vous remercie pour votre témoignage et effectivement, ça me redonne l'impression que c'est important. Faut que tu trouves des gens pour t'aider, bien sûr, mais il y en a. Oui, mais ça, j'en ai trouvé, c'est pas un souci. Non, mais c'est surtout dans l'autre sens. Non, mais tu es passé par une affaire... Effectivement, on ne peut pas l'oublier. C'est surtout dans l'autre sens que je me posais la question. C'est comment ne pas abandonner quand on... Bon, après, il y aura d'autres questions qui vont être posées sur le sujet, mais... Tu n'es pas obligé de te lancer dans ce combat-là. Tu vois, dans mon association, il y a des anciennes qui sont furieuses que certaines nous aient quittés. Mais des femmes qui ont connu l'enfer dans leur jeunesse et qui ont la liberté ici en France et tous les droits, elles peuvent dire « je tourne la page, je ne veux plus m'occuper de ce combat ». C'est leur droit le plus strict. Je vais vous raconter l'histoire de celle-ci. La résilience. Voilà, cette jeune femme. Quand elle est arrivée chez nous, elle ne savait dire que mon maître. Elle était esclave en Mauritanie. Quand elle a eu 9 ans, mon maître est venu dans le désert, dans la tente des enfants, il a commencé à la violer. Quand elle a été enceinte, la femme de mon maître, aussi hypocrite que certaines bourgeoises en France qui ne veulent pas savoir ce que leur mari fait avec leur fille la nuit, lui dit « tu es une excitée du sexe, donc on va t'exciser, on va te marier, ce qui fut dit fut fait ». J'ai complètement oublié comment cette jeune femme a réussi à arriver en France, je l'ai oublié. Aujourd'hui, cette jeune femme, elle a le statut, elle est réparée, elle a un petit garçon de l'homme qu'elle aime, elle a un appartement sous le Sacré-Cœur, elle a un job, et elle est très jolie. C'est une brillante Parisienne. Comment la petite fille de 9 ans, esclave au fond du désert en Mauritanie, aurait-elle pu penser qu'elle aurait un tel destin ici en France? Eh bien, c'est les anciennes qui donnent un courage formidable aux nouvelles, parce que les nouvelles qui arrivent, qui sont donc des migrantes avant d'être des réfugiés, si elles ont la chance de convaincre à l'OFPRA, elles se disent qu'est-ce qui va m'arriver, qu'est-ce que je vais devenir. Enfin, elles ont toutes les angoisses, bien plus que vous-même, bien sûr, évidemment. Eh bien, c'est extraordinaire que les anciennes puissent raconter aux nouvelles. Dans notre association, avant la Covid, on se réunissait tous les mois. On se réunissait dans un EHPAD. Alors, vous pensez bien qu'avec la Covid, ça n'a plus été possible. Mais on se réunissait donc tous les mois et on disait, depuis le mois dernier, voilà ce qu'on a fait en Afrique, voilà ce qu'on a fait en France, et on faisait un procès-verbal et on diffusait. Bon. Et un jour, je voulais donc clore le procès-verbal pour leur dire, maintenant, vous allez commencer votre groupe de parole pour que celles qui sont réparées expliquent à celles qui veulent se faire réparer comment ça se passe, comment on cicatrise, le temps que ça prend, etc. Et il y en a une qui dit, mais moi j'ai quelque chose à dire, et elle voulait que ce soit dans le procès-verbal. Alors je lui dis, on t'écoute. Elle se lève et elle dit, avec une fierté incroyable, mesdames,
J'ai été réparée il y a 15 jours. Depuis, j'ai eu mes règles et je n'ai pas souffert. J'étais ravie, parce que moi, je vais leur dire, vous avez intérêt à vous faire réparer. Mais comme je n'ai pas été excisée, je suis mal placée pour parler de la réparation. Mais donc, elles s'entraident. L'entraide en Afrique, c'est quelque chose d'extraordinaire. La solidarité en Afrique, c'est quelque chose d'extraordinaire. Toutes ces femmes qui sont parties, la plupart du temps sans leur petite fille, elles ont confié leur petite fille à une amie. Et l'amie est en train d'élever à leur place leur enfant jusqu'à ce qu'elle puisse peut-être la faire venir en France. Mais on a beaucoup à apprendre des Africains en ce qui concerne la solidarité. Nous, on a fraternité sur tous nos murs. Et quand est-ce qu'on commence à mettre en œuvre la vraie fraternité pour faire un autre monde que celui dans lequel nous sommes? Merci. On va écouter Léna. Donc, bonjour, je m'appelle Léna. J'ai 16 ans, j'ai arrêté un cursus de bac professionnel de service à la personne à la fin de ma seconde. Dès l'âge de 6 ans, j'ai été emmené par ma mère dans un collectif de soutien à des personnes sans papier dans mon école primaire. On occupait les gymnases de plusieurs écoles pour que mes camarades de classe ne dorment pas dehors. Ces actions, elles ont façonné mon besoin et mon envie d'engagement envers les personnes les plus démunies. Et ça m'a valu de découvrir la misère très jeune, de découvrir que toutes les solutions reposaient sur la bonne volonté de seulement quelques-uns. Et je ne voyais pas de mobilisation politique, enfin, la seule que je voyais c'était de la répression de la part de la mairie. Et ça m'a beaucoup affecté et ça a fait grandir un besoin de soutien. Plus tard, j'ai connu la galère, moi aussi, en vivant à plusieurs reprises dans la rue. Mon engagement et mon envie d'aller vers l'autre ont grandi de jour en jour. Mais la souffrance des autres a fini par me faire souffrir à mon tour et m'a donné envie de baisser les bras plusieurs fois. Alors ma question sera, comment ne pas s'essouffler dans son combat et garder la même force d'esprit en voyant toute la misère de ce monde? Et comment ne pas prendre pour soi la souffrance des autres? Alors tu sais, Léna, je vis devant la photographie d'Hélène Angèle qui est dans ma chambre, sur ma commode. Devant aussi la photographie de mon mari, de quelques personnes qui ont beaucoup compté pour moi. Et tous les matins, je leur dis, aujourd'hui, manquez pas de m'aider. Et je dois dire que dans ce combat si difficile que je mène pour l'abandon de l'excision, je pense tous les jours à Hélène Angèle et à ce culot qu'elle a eu de se lever contre la torture. Moi, je me lève contre l'excision, et si je me lève contre l'excision, c'est grâce à Hélène Angèle. Et donc, tu trouveras toi aussi dans la vie des gens avec qui tu feras des choses, c'est sûr. Des personnes avec qui j'en ai fait, j'en ai trouvé plein, je faisais partie du coup de cette association, mais c'était plus dans... Comment expliquer ça? Le fait de voir tout ça, de voir que ça va pas du tout, que vraiment c'est n'importe quoi au final, que ce soit pour des personnes qui sont excisées en Afrique, que ce soit dans le monde entier. Comment on fait pour continuer son combat, avoir toujours cette même force que vous avez, que je vois encore aujourd'hui, à 83 ans? Et moi j'ai 16 ans, j'ai déjà eu envie de baisser les bras plusieurs fois. Comment vous faites au final pour... Il y a sans doute aussi le fait que je suis chrétienne, Léna, et que donc pour moi... tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'était au nom du Christ, lequel a dit « aimez-vous les uns les autres ». Mais je n'ai jamais rien trouvé de mieux. J'ai été très contente quand j'ai visité New York de voir un immense panneau où on voit Albert Einstein, et dans la bulle, il dit, excusez mon anglais qui est nul, « Love is the answer ». De la part de celui qui a été malgré lui le père de la bombe atomique, que l'amour soit la réponse. Vraiment, trouver ça sur un truc gigantesque à New York, ça, c'est les jours où ça nous fait du bien. Mais voilà.
Et tu vois, je suis devenue chrétienne, c'est pas grâce à mes parents qui étaient catholiques complètement sociologiquement. Donc j'ai été baptisée dans un coin de colonne, comme on faisait autrefois, ce qui n'a aucun sens, puisque normalement on devrait entrer dans une communauté chrétienne. Et je dis que je dois aussi beaucoup aux dominicains. Quand j'ai fait mes études de droit, nous avions à Paris un centre qui s'appelait le Centre Saint-Yves, qui était animé par des dominicains. Et je dois beaucoup, beaucoup à ces dominicains. Et j'ai un fils qui s'appelle Dominique. Merci beaucoup. Evan. Bonjour, bonsoir. Je m'appelle Evan, j'ai 19 ans. Au lycée, j'ai passé 3 ans en bac pro carrosserie dans un environnement qui était assez agressif, qui n'était pas du tout conforme à ma façon d'être. J'ai jamais été confronté à cette façon d'être ensemble. Et du coup, je me retenais de dire certaines choses parce que j'avais pas trop envie de rentrer en conflit, parce que j'aime pas le conflit. Mais au bout d'un moment, j'ai compris que la bienveillance suffisait pas pour éviter le conflit. Et du coup, il est important pour moi d'être en phase avec les personnes que je côtoie. Du coup, je vous demande quelles sont les limites de la bienveillance et compte tenu de ma personnalité, comment s'affirmer sans entrer en conflit. Et comment avez-vous déterminé vos limites de l'acceptable si vous les avez déterminées ? Si je comprends bien, tu as fait une erreur de direction. Donc, tu vas changer. J'ai encore perdu le fil de ce que je voulais te dire. Oui, redis-moi la question. C'est du coup, quand la bienveillance ne suffit plus, ne suffit plus à éviter le conflit, comment s'affirmer du coup sans entrer en conflit, et comment avez-vous déterminé vos limites de l'acceptable ? Il ne faut pas craindre de changer de voie. Que tu sois non-violent, c'est parfait, je te félicite. Tu vas rencontrer plein de gens dans ta vie qui seront violents, tu ne vas pas les changer. Mais toi, tu vas rester non-violent. Tu vois ? C'est ça le truc. Nous, on reste ce que nous sommes. Hein ? Dans un monde de fauves, nous, on est non-violents. Il ne faut pas avoir peur de changer de voie, il ne faut pas avoir peur d'avoir eu un échec. Moi, je me suis fait coller au bachot, et ma fille a eu la méchanceté de le dire à ses enfants. Alors, ils ont une admiration sans borne pour Mamini, ils tombaient nez nu. Mamini collée au bachot. Ben oui, pourquoi j'ai été collée au bachot ? J'étais une fille. Mes parents se fichaient, mais éperdument, de ce que je pouvais faire. Mon père me disputait, signait mon carnet de notes, et me disputait pour toutes les mauvaises notes de conduite que j'avais. Et je dois reconnaître que j'étais insupportable, que je chahutais les professeurs, que j'avais plein de mauvaises notes de conduite, que j'avais une excellente voix, ce qui fait que les profs, avant même d'entrer dans la pièce où ils faisaient cours, ils entraient et ils disaient « Savary », je m'appelais Savary, j'avais déjà la mauvaise note puisqu'on m'entendait plus haut que les autres. Bon. Mon père me disputait, et je pouvais avoir 0 en latin et 0 en maths, hein. Aucune importance, je n'étais qu'une fille. Mais il fallait que je sois une jeune fille bien élevée. Donc il était fou de rage que j'ai des mauvaises notes de conduite, et il m'engueulait chaque mois, mais si vous voulez, au mois de juin, il recommençait depuis septembre. Et je disais, mais papa, tu m'as déjà engueulé pour septembre, pour octobre, pour novembre, c'est peut-être pas la peine de recommencer pour ces mois-là. Bon, je ne sais plus pourquoi je te racontais ça. La question d'Evan, c'était sur l'acceptabilité, enfin, c'était sur la limite d'être bienveillant avec les autres. Et quand il va se retrouver. Il y a des limites à être bienveillant. Voilà. Tu peux te mettre en colère. Ouais. Bah oui.
Ben, je comprends. Oui. Et puis des échecs, on en a. J'ai été collé au CAPA, là, le certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Ce que j'ai dit à ma petite fille, qui est l'amie de l'un de mes petits-fils, qui le passait le 2 novembre ou le 2 décembre, non, c'est le 2 décembre qu'elle a eu son résultat, elle l'a reçu. J'ai dit, t'inquiète pas, si tu étais collé, ben, tu serais collé comme moi et tu recommencerais comme moi. Mais elle n'a pas eu besoin de recommencer, puisqu'elle est meilleure que moi. Et après, ben, coup de peau, quand j'ai passé le concours de chargé de travaux dirigés, je rentre chez moi, je dis, bon, je vais être collé, j'ai eu une question sur les successions, rien n'est plus complexe. Et je lui dis, alors tu sais, comme je ne savais rien, puisque je n'avais pas révisé les successions, j'ai brossé une grande fresque historique. J'ai été reçue première, à ma grande surprise. Donc j'ai au moins bien fini mon cours de mes études. Mais bon, ben quand on recommence quand on a un échec. Et même, je m'étais permis, quand j'ai été reçu au CAPA, au grand oral, je me suis permis de dire à mes examinateurs que je n'étais pas contente du tout qu'ils m'aient collé l'année précédente sur la disserte. Le sujet, c'était sur le bonheur. On ne pouvait pas être plus heureuse que moi. Vraiment, je souhaite au monde entier d'être aussi heureux en ménage que j'ai été heureuse en ménage. Donc, je nageais dans le bonheur, je fais une disserte sur le bonheur, et j'ai 9 sur 20. J'étais folle de rage. Et je leur ai dit, puisqu'après ils m'avaient félicité parce qu'ils trouvaient que j'étais très bien et que je ferais un excellent avocat, eh bien, je me suis permis. Et moi, je trouve qu'il faut se permettre de dire aux gens, quand je n'ai pas aimé du tout avoir 2 identités quand j'étais enfant. Je m'explique. Je m'appelle Daniel Savary car mon père s'appelle Christian Savary, dit Claude Darget. Donc j'étais Daniel Savary au collège Sévigné. Dans la vie courante, j'étais Daniel Darget. Je trouvais insupportable d'avoir 2 identités, mais on ne m'avait pas demandé mon avis. Quand je me marie, je me dis, bon, comment je vais m'appeler? Je décide de porter le nom de l'homme que j'aimais et en me disant, ce sera aussi le nom de mes enfants. Et donc j'étais toute contente, j'avais 23 ans, et je me disais, ça y est, j'ai enfin une identité. Pas de peau, je m'inscris au barreau, et on me dit, vous exercerez sous le nom de Savary-Mérian. Je dis, ça recommence. Au bout d'1 an, j'ai été voir le bâtonnier, et je lui ai dit, monsieur le bâtonnier, j'ai décidé d'exercer sous le nom de Daniel Mérian. Il me répond, je vous l'interdis. Je lui réponds, monsieur le bâtonnier, si j'ai prêté serment, c'est pour que nul jamais ne me donne un ordre. Alors vous voyez un petit peu, j'étais une gamine, il était le bâtonnier de Paris, c'est-à-dire un personnage, et on s'est disputé comme ça pendant une demi-heure. Il me dit, mais vous êtes folle, si vous divorcez, vous perdrez votre nom. Mais monsieur le bâtonnier, vous connaissez la jurisprudence mieux que moi. Ce sera mon nom professionnel et je le garderai. Et puis, s'il vous plaît, monsieur le bâtonnier, occupez-vous de votre épouse, pas de mon couple. Vous imaginez une gamine qui parle comme ça au bâtonnier de Paris? À la fin, eh bien, il a compris que je ne céderais pas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a eu des renvois. Il fallait bien que mes confrères, que les magistrats me trouvent. Donc, il y a eu des renvois pendant des dizaines d'années de Daniel Savary-Mérian à Daniel Mérian. Hein. Puis un jour, on a informatisé l'ordre. Alors, ouf, les machines étant bêtes et binaires, je suis devenu officiellement, victoire, Daniel Mérian au barreau de Paris. Mais bon. Et quand est-ce que je suis devenue avocate? Je suis devenue avocate sur ma dernière carte d'avocat, comme avocate honoraire. Et pendant des dizaines d'années, j'ai été avocat à la cour. Pourquoi féminiser? Il faut se battre. Quand nous avons déménagé, quand nous avons eu un 2e enfant, on a déménagé à Boulogne. Je descends à la première banque ouvrir un compte, et le banquier me dit, madame, j'ai besoin de l'autorisation de votre mari. Je lui dis, ben, vous ne verrez jamais l'autorisation de mon mari, parce que mon mari et moi sommes totalement contraires à cette loi inique, bonne à être annulée. Et je lui dis, écoutez, c'est très simple. Ou vous voulez mon argent, et c'est parfait, ou je traverse la rue et je vais chez le concurrent. Qu'est-ce qu'il a fait, le type, d'après vous? Il m'a ouvert un compte. Il faut se battre. Il faut dire, ça a du bon sens, ça n'en a pas. Et nous avons une liberté.
Et on doit respecter notre dignité. Merci beaucoup. Evan a officiellement l'autorisation de se fâcher. Ah oui, alors, bien sûr. Bah, bien sûr, on a le droit de se mettre en colère. Mais, enfin, je voulais juste vous demander, du coup, on ne peut pas faire passer d'idées dans la bienveillance. Enfin, on est obligé du coup, de rentrer en conflit pour essayer de passer son idée face à des personnes un peu agressives, du coup. Écoute, on fait ce qu'on peut. J'ai passé mon temps à embêter mes amis, à leur dire qu'il faut être visiteur de prison. Échec complet, sauf une amie qui est devenue immédiatement la présidente de la NVP. Bon, tu vois. Donc, bon. Et elle a fait un travail considérable. On fait ce qu'on peut. Tu n'es pas obligé de convertir tout le monde à tous les maux de la terre. Il faut aller... faut faire ce qu'on a envie de faire dans la vie. Si tu as envie de faire du foot, tu fais du foot. Si tu as envie de faire de la boxe, tu fais de la boxe. Moi, ma passion, c'était le tennis. Je fais du tennis. Il faut absolument faire ce qu'on a envie de faire. Puisque le sujet, fondamentalement, c'est quoi? C'est d'être heureux. J'ai la chance, je peux dire que j'ai la chance d'être heureuse. Ça fait 26 ans que je pleure mon mari. Néanmoins, je peux dire, je suis une femme heureuse. J'ai plein d'amis, je m'en suis fait partout. Je suis contente de mener les combats que je mène. Je suis une super privilégiée. Alors, il paraît qu'il ne faut pas dire ça à ses enfants. Oui. Et ma fille m'a beaucoup reproché de lui avoir dit à mes enfants, je leur disais qu'ils étaient des super privilégiés et que donc j'espérais que quand ils seraient grands, ils feraient ce qu'il faut pour l'humanité souffrante. Eh bien, elle me l'a vivement reproché. Alors je m'y suis pris autrement avec mes petits-enfants parce que je suis très têtue et j'ai d'excellentes nouvelles à vous apprendre. Vous êtes des super privilégiés. Ben oui, il faut quand même reconnaître les choses telles qu'elles sont. Parce que quand on voyage, quand on voit la misère du monde dans tous les pays du monde, c'est effrayant. Et quand on voit ce que j'ai vu partout, dans tous les villages les plus reculés de tous les pays du monde, les hommes en jeans et les femmes en habits folkloriques, si on peut dire, hein, cette différence fondamentale. Eux sont comme nous, pas elles. Elles, il faut qu'elles aient tout ce qu'on leur a dit qu'elles devaient mettre. C'est terrible, quand on est des femmes libres, ce que nous sommes nous ici, de voir des femmes à ce point-là assujetties, y compris dans le vêtement. Donc, on n'est pas si malheureux que ça, hein, même quand on a plein de soucis. Oui, merci beaucoup. Bien, merci à vous. On arrive à la fin de nos questions. Est-ce que vous avez un dernier mot, un dernier message avant la conclusion? Vous nous avez communiqué beaucoup d'espoir. Si je vous ai répondu comme vous le souhaitiez, je l'espère. D'après ce que vous disiez, de toute façon, il faut absolument qu'on redemande 40 fois si vous ne nous répondez pas. Donc je pense que vous nous avez bien répondu. Enfin, pas à l'avis des autres, mais on vous aurait redemandé, comme vous nous l'avez demandé. Merci. Bien, eh bien, merci beaucoup Daniel Merian pour ce temps privilégié que vous nous avez accordé. Merci à vous, l'équipe des volontaires de la Duchère. On les appelle les cités-duches entre nous. Un grand merci à la MJC Duchère qui nous accueille dans ce lieu magnifique et très confortable pour vivre ce genre d'événement. Et merci au public qui s'est déplacé malgré le contexte un peu compliqué en ce moment. Nous espérons que vous avez passé un agréable moment avec nous et vous souhaitons une bonne continuation. Merci à vous, Daniel Merian.